C'est l'heure du journal de l'économie sur Sika. Merci d'avoir pris le rendez-vous. Voici les titres. Au Nigeria, Dangote Group a annoncé avoir lancé une phase de test pour son usine d'engrais. Dangote Fertilizer est doté d'une capacité de production annuelle de 3 millions de tonnes d'engrais à base d'urée et d'ammoniac. En Côte d'Ivoire, les entreprises transnationales vont fournir 60 000 tonnes de cacao aux exportateurs et transformateurs locaux. Un véritable soulagement pour les opérateurs locaux. On en parle dans cette édition. Et puis aux Seychelles, le coco de mer, ou plus communément appelé le coco-fesse, a une renommée internationale. Ce fruit qui ne se trouve que sur 3 îles de l'archipel est aujourd'hui très protégé, mais aussi source de revenus. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Nigeria, Dangote Group dit avoir lancé une phase de test pour son usine d'engrais d'un coût total de 2 milliards de dollars, s'étendant sur 500 hectares. Dangote Fertilizer est doté d'une capacité de production annuelle de 3 millions de tonnes d'engrais à base d'urée et d'ammoniac. Une fois inaugurée, elle sera la plus grande usine d'engrais du monde à base d'urée et granulée. D'après les responsables de Dangote Group, l'unité de production permettra au Nigeria de devenir autosuffisant en engrais et d'exporter également une partie de la production vers les autres pays de la région. Elle devrait ainsi permettre d'économiser 500 millions de dollars à l'importation d'engrais et de générer 400 millions de dollars à l'exportation. En Côte d'Ivoire, les entreprises transnationales vont fournir 60 000 tonnes de cacao aux exportateurs et transformateurs locaux. Un véritable soulagement pour les opérateurs locaux qui tiraient la sonnette d'alarme sur leur incapacité à se procurer les fèves sur le marché ivoirien. Un marché plutôt à l'avantage des multinationales qui disposent d'une plus grande puissance financière. Les détails. Les entreprises transnationales fourniront en Côte d'Ivoire 60 000 tonnes de cacao aux exportateurs et transformateurs locaux afin de leur permettre de poursuivre leurs opérations. Il s'agit d'une mesure qui découle d'un accord qui intervient à la suite de discussions entre le groupement des négociants ivoiriens, le groupement professionnel des exportateurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire et le Conseil du café cacao. Un véritable soulagement pour les opérateurs locaux qui tiraient déjà la sonnette d'alarme sur leur incapacité à se procurer les fèves sur un marché concurrentiel qui se trouve à l'avantage des multinationales disposant d'une plus importante puissance financière. Cette situation avait déjà poussé Sucso, l'un des principaux transformateurs ivoiriens, à fermer boutique. Il faut dire que les 60 000 tonnes de cacao concédées ne représentent que 40% des besoins des acteurs, un besoin estimé à 150 000 tonnes. Cependant, les négociations se poursuivent entre le groupement professionnel des exportateurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire et le groupement des négociants ivoiriens sur le volume restant. Le Togo va abriter à l'horizon 2022 une usine de transformation de gingembre et du poivre d'une capacité de 200 000 tonnes par an. Cette unité de production va permettre la transformation de gingembre brut de diverses variétés. Ce projet pourrait booster les rendements des agriculteurs et favoriser la création d'emplois. Le projet porté par la société Boss Approche Agricole en partenariat avec des associés allemands et canadiens devrait mobiliser 13,5 milliards de francs CFA. D'après les responsables du projet, l'exploitation de ce produit va générer 1000 emplois d'ouvriers dans la collecte, le stockage, le traitement, la transformation et la commercialisation. La première pierre pour la construction de cette usine a déjà été posée. Aux Seychelles, le coco de mer, plus communément appelé le coco-fesse, a une renommée internationale due à sa forme plus qu'évocatrice et à ses prétendues vertus aphrodisiaques. Ce fruit, qui ne se trouve que sur 3 îles de l'archipel, est aujourd'hui très protégé, mais constitue également une source de revenus. Reportage. Christophe est coupeur de coco-fesse, un savoir-faire unique au monde. Objectif,
ouvrir la coque sans l'abîmer et récolter sa précieuse pulpe, qui pour certains aurait des vertus aphrodisiaques. Ce sont surtout les Chinois et certains Seychellois qui y croient. Ils la moulent, la mettent dans un alcool, comme du whisky, et ils la boivent. Ils disent que ça donne des forces. C'est ça le mythe. Une fois extraite, la pulpe est triée, séchée, puis emballée avant d'être exportée. Rien n'est gaspillé. Les déchets sont utilisés pour faire des huiles et la coque, une fois vidée, est recollée pour être vendue dans les magasins de souvenirs. Christophe fait ce métier depuis 10 ans, une véritable fierté. On se sent Seychellois avec ce genre de travail. C'est unique au monde. J'en suis très très fier. La pulpe peut se vendre jusqu'à 90 € le kilo et la coque vide, elle, se vend en moyenne 200 €. Convoité depuis des siècles pour ses soi-disant vertus, le coco de mer a failli disparaître. Depuis 2011, il est classé espèce végétale menacée. C'est l'une des ressources naturelles emblématiques dont nous disposons. Et quand vous avez une ressource naturelle unique, elle est toujours sous pression. C'est comme les éléphants pour les Africains. À cause de leurs défenses qui sont très recherchées, il y a du braconnage et des gens qui essaient de les voler. Pour éviter l'extinction de ce fruit unique, les Seychelles ont dû prendre des mesures drastiques. Moins de 2000 noix sont exploitées chaque année. L'exportation de la noix entière est interdite et la vente très contrôlée. Une manière de protéger leur emblème tout en s'assurant le monopole de ce marché juteux. Au Sénégal, la dette publique totale a presque doublé depuis 2012. On aborde le sujet juste après ceci. Kazmi Pédia, merci de nous retrouver sur ce plateau du journal de l'économie. Aujourd'hui, nous parlons du Sénégal, un pays où la dette publique totale a presque doublé depuis 2012. Alors, doit-on croire qu'il y a un risque de surendettement ? Bien sûr, Crépy, il y a un risque aujourd'hui de surendettement. En effet, depuis le début de cette année, surtout depuis février, le Fonds monétaire international, le FMI, a sonné l'alerte au niveau de ce pays-là. En effet, depuis 2012, où on peut noter une dette publique de l'ordre de 30%, le Sénégal affiche pour le compte de l'année budgétaire 2020 un ratio de dette produit intérieur brut de l'ordre de 60%, soit 64 pour le compte de l'année 2020, ce qui montre véritablement que le pays, durant ces 8 dernières années, est allé vers une dette plus excessive pour véritablement assurer une politique publique des plus cohérente au niveau de ce pays-là. En effet, selon le Fonds monétaire international, beaucoup d'infrastructures de nature à développer le pays ont vu le jour ces 10 dernières années, ce qui affiche véritablement un pays qui va vers les investisseurs, qui va vers les partenaires techniques et financiers pour réclamer ce qu'il faut pour développer. Maintenant, est-ce que cette dette aura un risque ? C'est ce à quoi certainement le Fonds monétaire international ne souhaite pas que le pays aille vers. Alors, quels sont les inconvénients de ce niveau de dette qui a pratiquement, si je peux me permettre le terme, survolé ? Le risque ici, c'est que le pays va vers le ratio est en train de tutoyer les 70%, à ne pas atteindre en ce qui concerne la sous-région. En effet, 64%, c'est environ plus 6%, et le Sénégal va atteindre les 70%, à ne pas atteindre. Au-delà de ça, il faut dire que le pays risque de s'enliser dans une certaine incohérence, dans une certaine condition un peu inconfortable en ce qui concerne l'amortissement de sa dette, et le Fonds monétaire international et les autres partenaires techniques et financiers sont en train d'alerter pour que véritablement le Sénégal puisse mettre un terme, freiner un peu son élan d'aller vers la dette publique en ce qui concerne surtout cette dépense publique, pour véritablement aller désormais vers le recouvrement.
le Fonds monétaire international a recommandé donc au ministre de l'économie et des finances et surtout au gouvernement donc sénégalais d'aller vers le recouvrement donc des recettes. Désormais, priorité doit être donnée donc au recouvrement de la dette. Et d'ailleurs, le Sénégal a pris des mesures pour véritablement donc asseoir une politique des plus cohérente en ce qui concerne donc l'amortissement de cette dette. En tout cas, c'est un pays qui a découvert tout récemment donc du pétrole et aussi du gaz naturel. C'est un pays également qui veut transformer véritablement son agriculture pour en donner donc de la valeur ajoutée. Et donc, les 10 prochaines années, c'est certainement l'année des recettes au niveau de ce pays-là. On attend de voir si véritablement de 64%, si le Sénégal ne va pas également donc surprendre la communauté internationale et surtout l'Union économique et monétaire ouest-africaine en abaissant considérablement ce ratio de 64% vers donc, je ne sais pas, peut-être 40% ou 50% pour véritablement donc afficher une politique des plus cohérente au niveau de la sous-région. Alors, y a-t-il des avantages pour le Sénégal d'aller à la dette excessive? Bien sûr, il y a des avantages ici. Donc, le pays déjà affiche une certaine confiance vis-à-vis donc, des investisseurs. Et au-delà de ça, le Sénégal donc, développe ses infrastructures. Surtout le secteur secondaire aujourd'hui est développé au niveau du pays. La plus-value serait la chose la bien partagée, la mieux partagée au niveau du Sénégal pour les 5 voire les 10 prochaines années. Le Sénégal va également donc cumuler les différentes perspectives en ce qui concerne donc les embellis de son économie et tout ceci pour le bien-être donc des PME et des PMI. Je veux parler donc des petites et moyennes entreprises et pourquoi pas aussi les grandes entreprises. Donc la notion donc du climat des affaires des plus meilleurs au niveau de ce pays commence donc par être la chose la mieux partagée et je crois que l'économie de ce pays, pourquoi pas, va donner des embellis à la sous-région ouest-africaine. Je veux parler de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et sait-on jamais, peut-être que la CEDEAO pourra également tirer donc des embellis de cet éveil donc, de l'économie sénégalaise. Merci Casimir Pédio d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information et d'analyse économique, nouvelle économie qui paraît à Cotonou au Bénin. Merci d'être passé. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi.